Le jour se lève et nous sommes déjà en place pour vous accompagner et égayer votre matinée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de La Parenthèse. Tout de suite, le bulletin d'information. Christelle Tongodo est déjà en place avec une bonne moisson à nous livrer. Bonjour Christelle. Bonjour Jennifer Sativi ce matin. Ça va et toi? Ça va, ça peut aller. Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui? On démarre tout de suite. Bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Florent Kwaozotti était l'invité d'Ozia Sounouvou dans le 20h d'hier. L'écrivain et conseiller à la culture du ministre du Tourisme et des Arts est revenu sur l'implication du gouvernement dans la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Je vous propose d'écouter ici un bout de son intervention. Aujourd'hui, c'est une autre dimension qu'on a conférée à cette question, parce que, d'abord, la valorisation de la mémoire de l'esclavage et des esclaves passe par justement la restauration de l'ensemble des sites touristiques qui retracent un peu le narratif de cette histoire-là. Et donc le gouvernement aujourd'hui a décidé de prendre à bras le corps cette question. Et déjà lorsque vous allez à la porte du non-retour et surtout à Ouidah, vous voyez tous les éléments qui ont été reconstitués pour permettre à tous ceux qui viennent là-bas de se replonger un peu dans la mémoire de cette époque-là. Parce que ça répond justement à un impératif du gouvernement qui veut faire en sorte que eh bien, tous ceux qui viendront à Ouidah puissent se retremper dans cette histoire-là et puissent avoir des éléments pour essayer tout simplement de se projeter. Donc, il y a un narratif qu'il faudrait recréer et surtout, on a une vision longue parce que ça nous permet de voir ce que les uns et les autres, on peut faire ensemble. Donc tout cela réuni fait que le gouvernement a investi de manière considérable dans la restauration de ces différents lieux et dans la création d'autres espaces. Oui, on a été traumatisé. Oui, il y a eu une barbarie. Mais qu'est-ce qu'on peut retirer justement de cette tragédie pour construire quelque chose comme énergie pour rebondir, grandir et voilà, grandir ensemble, transcender. Grandir ensemble parce que on a le même destin. Et donc, il faut regarder comment tirer les ressources, l'énergie nécessaire de cette histoire-là pour eh bien, avancer. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Alors, pour aller plus loin, il y a des rendez-vous de cette célébration. Dès ce soir déjà, une projection et une lecture. Il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues pour célébrer. Juste les grands rendez-vous. Oui, les grands rendez-vous. Il y a par exemple une projection d'un film d'un Martiniquais qui s'appelle Guy Deslauriers, Passage du milieu. Il y a eu une lecture, un spectacle, un mélange de tests avec Didier Nassigandé qui vient de se dérouler. Et puis demain, la journée qui commence, le lancement officiel. Le lancement officiel avec les allocutions classiques. Et puis un volet intellectuel qui essaie de faire un peu le point des connaissances sur le sujet. Puis après, le volet artistique qui viendra clore justement cette journée. C'est où? C'est à Ouidah? C'est à Ouidah. Et puis, il y a quelque chose de singulier. Il y a une marche mémorielle. On va faire une marche mémorielle. Toujours à Ouidah? Toujours à Ouidah. À quelle heure? À partir de midi. Qui va regrouper tous ceux qui veulent, mais les personnalités qui sont venues ici célébrer avec nous cette journée, et qui va commencer au Fort Portugais, et qui va s'arrêter à la place aux Anges. À 103 km de la frontière du Niger, les citoyens de Kandi suivent de près l'actualité politique. Les Kandi-Souno condamnent aussi la prise de pouvoir par les armes, mais préconisent une issue diplomatique pour une réouverture rapide des frontières. On écoute quelques citoyens rencontrés par Patrick Ayadji et Judy Kayaïna. Ça nous dépasse même. Ça nous dépasse trop parce que nous, les conducteurs de taxi, si on va maintenant à Malanville pour retourner ces problèmes, parce qu'il n'y a plus d'affluence comme avant. Les passagers ne sont plus comme avant. On reste de matinée jusqu'à la soirée, rien. Comme la frontière est fermée,
rien ne passe comme avant. C'est une situation déplorable parce que depuis quelques semaines, nous vivons de l'autre côté de notre pays frère cette situation de coup d'État qui effectivement est un coup de force qu'on n'a pas vu venir. C'est une situation qui aujourd'hui a mis un coup d'arrêt aux activités économiques. Les coups d'État ne sont pas bons. C'est le peuple qui l'a élu. Parce que c'est un mandat. De quoi qu'en soit, il doit faire son mandat. Les putsch ne sont pas tolérés. Normalement, un président élu démocratiquement doit pouvoir finir son mandat. Comme le Bénin étant un pays membre de la CEDEAO, en tant que membre, il a eu son intention de poursuivre ce que la CEDEAO a dit. Donc, je pense que sa position est normale. Le Bénin dans la CEDEAO est un modèle, est un exemple. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas être modèle dans certains secteurs où on est cité, où on est pris comme exemple. Et que, quand bien c'est la situation politique ici, que le Bénin ne soit pas au devant pour qu'on puisse ramener la paix. Il faut comprendre l'action du président de la République qui aussi respecte ce qu'on appelle discipline de groupe. Donc la CEDEAO, l'institution dans laquelle le Bénin joue un rôle prépondérant aujourd'hui, prend cette décision, le Bénin ne peut que suivre. Le chef de l'État reconnaît quand même qu'il faut privilégier le dialogue parce qu'on a dit le coup de force n'étant pas une solution, c'est comme ça aussi son règlement par la force ne saurait être une solution. Donc par rapport à la position de nos deux pays qui vraiment échangent beaucoup, qui sont même pratiquement comme un même pays, nous pensons qu'il faut rapidement aller au dialogue pour que la situation de paix, la quiétude revienne au Niger et que les relations reprennent comme il y a plus de 3 semaines. Ce qu'on souhaite à les autorités, de nous regarder comment on va faire pour nous ouvrir les frontières, parce que c'est le peuple qui souffre actuellement. Parce que tout est cher, la vie de maintenant, tout est cher à cause de la fermeture des frontières là. Donc ils n'ont qu'à pardonner et tout ira bien comme avant. Le plan de transition de la junte au pouvoir au Niger fait l'objet de débats. Comme sur la parenthèse, notre matinale de ces vacances-ci, le plan annonce un dialogue national inclusif de 30 jours et une transition de 3 ans maximum. Voici ce qu'en pensent les invités de Bruno Soale. Le coup d'État doit être combattu. Vous savez évidemment que le coup d'État, c'est qu'on interrompt le processus, donc une dynamique qui est en cours, et forcément ça impacte négativement les projets et programmes qui sont en train d'être mis en œuvre. Il y a que, en cours de cette période, il y a des violations massives des droits de l'homme. Donc c'est une période de négation des droits de l'homme. Et les dérives sont possibles. Vous savez que les dérives, non seulement dans les éléments de langage, parce que quand vous voyez un président qui défie une institution sous-régionale, mais quelle éducation ça donne à la jeunesse qui aspire un jour comme commandé. Tout ce qu'il dit, dialogue, 1 mois, composer les forces de la nation, 3 ans, tout ça, tout ce qu'il dit pour repenser les valeurs fondamentales de la République. Seulement que dans ce qu'il dit, au moment où il le dit et dans le calendrier qu'ils ont prévu, ils ne sont plus dans la République. Tout ce que lui il dit là, tout ce qu'il propose, c'est hors de la République, puisqu'il a déjà mis une interruption à la République. Le dialogue ne sera qu'un dialogue de partisans, de putschistes, pour adouber les mesures qui sont déjà en train d'être téléchargées. C'est à nous de comprendre qu'il est de notre responsabilité de faire cela pour amener les gens à comprendre ce que c'est que le fait d'appartenir à l'État-nation. Quand tu appartiens, quand tu as ce sentiment d'appartenir à la nation, tu n'iras pas par ces voies-là qui amènent aux conséquences que nous allons tous déplorer. Des coups d'État et leur impact sur la qualité de la gouvernance et l'économie. Finalement, les pays tombent dans les culs du sac. Et il faut forcément aller à des juridies. C'est la culture des unes qui doit demeurer quand on n'est pas d'accord et non les coups de force. Quand il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de république. Le président Talon avait réussi à faire sa tournée dans les autres pays, en fait le Mali, le Burkina et la Guinée, pour voir comment est-ce que la transition est en train d'être conduite et quelles sont les dispositions qui sont prises pour que les élections soient organisées à bonne date, conformément au calendrier de la CEDEAO, pour passer la main aux civils, on comprendrait. Mais ce coup d'État qui est intervenu rompt avec les négociations franches. Tiani, c'est là où il va, à la CEDEAO, à tous ceux qui sont défenseurs de la démocratie, à tous ceux qui comprennent que les choses ne doivent pas s'opérer de cette façon, de savoir aussi là où ils vont.
Et on change de registre. La trêve des vacances est pour le Conseil national de l'éducation, le temps de préparation de la prochaine rentrée. Le CNU organise depuis hier 22 août un séminaire. Eh bien, les sages de la haute instance ont placé leurs travaux sous le signe de la résilience du système éducatif face aux situations d'urgence. Machel Betoro, Edmond. Statuer sur les questions de menaces sécuritaires autour du système éducatif, c'est l'objectif de ce séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire organisé par le Conseil national de l'éducation. Nous croyons fermement que l'éducation est un pilier essentiel de la résilience de notre société face à de telles épreuves. Ce séminaire nous offre donc l'opportunité d'échanger nos idées, de partager nos meilleures pratiques, d'apprendre les uns des autres. Il est donc de notre responsabilité en tant qu'éducateurs de déterminer des mécanismes ou de préconiser des stratégies innovantes visant à adapter notre système éducatif au contexte actuel afin qu'il reste résilient et capable de poursuivre dignement l'accomplissement de sa mission d'éducation et de formation, même en situation d'urgence ou en période de perturbation. Mandaté pour développer les programmes scolaires, le CNU lance un nouveau défi en matière de résilience du système éducatif face aux situations d'urgence. Ce thème sera développé par les cadres des ministères en charge de l'éducation à travers des sous-thèmes suivant les domaines de l'analyse du système éducatif que nous avions adopté. Accès, équité et rétention, qualité, gouvernance et pilotage. Le Conseil national de l'éducation, à travers ce séminaire, garantit ainsi une rentrée fluide et enrichissante en toute sécurité pour tous les acteurs impliqués. Le parti FCBE ira-t-il à la mouvance? Pas d'équivoque, répond l'un des ténors. Le secrétaire exécutif des FCBE est formel. Les propos tenus par l'un de ses adjoints sur un plateau de télévision le week-end dernier a juste été mal relayé par certains organes de presse. Au micro de William Aguiar et de François Insou, Paul Rompé lève tout équivoque. Le FCBE n'a jamais quitté l'opposition et ne s'apprête même pas à quitter l'opposition. Nous sommes de l'opposition aujourd'hui par rapport à une gouvernance. Rien n'a changé encore. À partir de ce moment, jusqu'à l'heure où nous sommes de l'opposition, nous sommes sûrs que nous le serons jusqu'en 2026. Mais, si nous sommes une formation politique digne du nom, et que des échéances électorales sont annoncées, nous devons nous préparer. Et nous nous disons, au vu du travail que nous faisons, que nous serons au pouvoir à partir de 2026. Nous-mêmes ou en combinaison avec d'autres forces politiques. Et nous travaillons à cela. Et en disant que nous serons de la mouvance à partir de 2026, cela veut dire que nous voulons conquérir le pouvoir. Nous sommes sûrs que le pouvoir de 2026 sera un pouvoir des FCBE et alliés. C'est de ça qu'il s'agit. Le dossier santé de ce mardi s'est intéressé au cancer de la prostate. C'est un mal qui peut virer au pire s'il n'est pas vite diagnostiqué. Dans le sujet qui va suivre, plusieurs éclairages mettent l'accent sur la nécessité d'un diagnostic salvateur déjà à l'âge de 45 ans. Suivez. Dorothée a été diagnostiquée du cancer de la prostate en 2008. 15 ans après, il s'en rappelle comme si c'était hier. Celui qui me consultait m'a dit, papa, vous avez le cancer de la prostate. Quand il a dit ça, j'ai pris vraiment la patience. Et il a continué à dire, mais papa, n'ayez pas peur, ça se guérit. Entre l'annonce du résultat et l'acceptation de la maladie, le septuagénaire n'avait qu'alors qu'un seul souhait, se débarrasser du mal. Mais pour cela, il va devoir patienter quelques années encore. Quand je suis arrivé, il a dit, professeur, il
faut me débarrasser de ça. Maintenant, je suis prêt, il faut me l'enlever. Il a sorti une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, monsieur Afsusi, on a dit que vous avez le cancer. On ne traite pas le cancer comme on traite le palu. Le 7 juillet 2022, Dorothée va subir une intervention chirurgicale. Même si l'opération est à succès, il en garde encore des séquelles. Heureusement que c'est pratiquement une maladie des vieux. Parce que la libido, vous la perdez. Vous la perdez. Vous pouvez être en prison, vous savez même pas que vous êtes en prison du fall. Du tout. Ils m'ont prescrit des médicaments et j'ai pris et après j'ai dit, mais 71 ans, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et c'est maintenant que j'ai laissé ça. C'est ici, à la clinique universitaire de chirurgie, d'urologie et andrologie, que Dorothée a été entièrement prise en charge. En moyenne, nous opérons 10 à 15 patients atteints de prostate dans le service. De nos jours, les maladies de la prostate sont de plus en plus connues et la prise en charge est disponible dans la clinique universitaire d'urologie et andrologie. L'homme qui a 50 ans doit voir un urologue au moins une fois dans l'année. Même s'il n'urine pas tout le temps, même s'il n'a pas du sang dans le sperme, du sang dans les urines, même s'il n'a pas de douleur dans le dos à la marche, cet homme doit aller faire un bilan. Le cancer de la prostate peut être héréditaire, mais il existe d'autres facteurs qui peuvent entraîner la survenue de la maladie. C'est une maladie qui se développe chez les hommes. C'est surtout les hommes qui ont beaucoup les rapports sexuels. Bon, avant c'était les vieux, mais maintenant il se trouve que les jeunes de 30 ans ont la prostate. Si on se protège, ça ne peut jamais arriver. Ce que je sais aussi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est guéri de ça. Chez l'homme, l'urine et le sperme sortent par le même tuyau. Et la prostate est au carrefour de ces deux liquides-là. Donc l'adolescent qui fait des expériences doit également être éduqué sur l'intérêt, sur les précautions qu'il doit prendre pour ne pas attraper des maladies sexuellement transmissibles qui vont être l'un des facteurs futurs du cancer de la prostate. Une note positive pour le cancer de la prostate, c'est que l'évolution est lente et la manifestation tardive. L'idéal est de se faire diagnostiquer tôt pour une prise en charge rapide. Et on communie cette fois-ci avec la fête identitaire Avaroué. Elle a été célébrée ce dimanche à Lissé-Zagon, un arrondissement situé dans la commune d'Alada. Génial Afouda Moussi Aboka et Patrick Nimavo nous y ramènent. Les fils et filles de Lissé-Gazon en symbiose pour célébrer Avaroué, une fête identitaire pour renforcer l'unité au sein de leur communauté. Pour soutenir ces initiatives de fête qui, pour moi, ne doivent pas être des initiatives pour manger seulement, mais des creusets pour réfléchir au développement des localités concernées. Avec l'association de développement qui vient d'être renforcée, nous allons faire en sorte qu'on maintienne ces différentes associations qui font la fête dans les localités, mais tout en n'oubliant pas que Lissé-Gazon est un et indivisible. La fête à Bahoué, dans l'ancien temps, on parle de canton. Et le chef canton, il est Taïou. Et c'est lui qui gouverne juste à Lissé-Gazon ici. Mais son lieu de travail, c'est à Banou. Donc même si vous venez dans Lissé-Gazon, ce n'est pas les 14 villages qui fêtent cette fête-là. Avaroué, c'est aussi l'occasion pour les populations de Lissé-Gazon de solliciter l'appui des autorités locales pour davantage d'actions de développement de leur localité. Vous êtes venus voir les enfants, les filles et les fils de Beto. Essayez de nous aider pour que la voie qui quitte Alada, Lissé-Gazon, à Djadji, jusqu'à Kouvourou, essaye de penser à ça. N'oubliez pas Beto, parce que Beto aussi fait partie de Lissé-Gazon. Avaroué 2023 est la toute première édition qu'abrite Lissé-Gazon.
Quelle attraction ou plan de distraction pour ces vacances 2023? Si vous êtes à Cotonou, la place de l'Amazone est un bon plan. Depuis quelques jours, cette place vous offre de chanter et de danser avec l'Amazone ou tout autour si vous voulez. C'est un spectacle libre offert par le gouvernement et qui court jusqu'au 3 septembre prochain. Une équipe de notre rédaction y a fait un tour. Regardez. Un après-midi de lundi aux allures de fin de semaine. Ici à la place de l'Amazone, l'ambiance est digne de moments de fête. Lorsque le groupe sur scène déballe ses mélodies, chacun y répond à sa façon. Vous me voyez en train de danser, non? Je suis en train de travailler derrière là, dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde de pétanque. Chaque soir, on a fait le tour de la musique pour nous agrémenter et je crois que c'est une très très bonne chose. Et j'invite toute la population de passer ici chaque soir à partir de 16h pour pouvoir bénéficier vraiment de ce cadeau-là. C'est super bien, c'est super cool. Je souhaiterais que cela soit organisé même, pourquoi pas 2 fois, 3 fois l'année ici. Le cocktail musical offert ici va des chansons mythiques du Bénin aux morceaux en vogue sur le continent. Tout ceci au plaisir de tous, même des étrangers. Nous sommes un groupe, et le groupe s'appelle Groupe Les Vainqueurs du Togo. Le chant du Bénin nous donne la joie et nous fait trembler. Ça nous donne une prochaine occasion de venir encore et de revenir encore. Bon, c'est la première fois, mais c'est super, c'est magnifique la statue avec la musique, l'ambiance. C'est très bien. Je trouve que c'est vraiment super cool. Ça fait une bonne ambiance, c'est tranquille, ouais, c'est vraiment super. Quand ils ne dansent pas, certains restent des admirateurs indétachables de la statue de l'Amazone. D'autres font de ces tentes installées le lieu propice pour la consolidation des liens. Le chef de l'État et son gouvernement ont mis en place ces tentes que vous voyez pour offrir de l'ombre, offrir aux familles béninoises et étrangères qui visitent notre pays la possibilité de partager un repas, partager un snack, partager un petit moment. Et normalement, c'est jusqu'à la fin des vacances. Ce qui est important à retenir, c'est que désormais, il en sera ainsi. On les fait pour ces vacances-ci, on les fera encore pour les vacances prochaines. Et cette scène que vous voyez verra passer plusieurs artistes, des artistes en mer, des artistes confirmés. C'est la façon de montrer le nouveau visage du Bénin qui se révèle aux Béninois et qui se révèle au monde entier. Le Bénin se révèle au monde entier depuis Cotonou. Cotonou, le seul endroit au monde où l'on chante et danse avec l'Amazone. Et c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Et nous vous remercions également de l'avoir si bien présenté, Christelle. On se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas? À partir de 7h, bien évidemment. À partir de 7h. En attendant, vous passez une très belle journée. Mesdames, Messieurs, nous, on reste avec vous. Et sans plus tarder, le menu de ce mercredi, nous installerons dans quelques minutes déjà la rubrique santé avec Olive Ousougoué. Nous ferons également une immersion culturelle, comme tous les mercredis, dans le son d'ici. Et aujourd'hui, nous allons chez les Yoruba. Lexique, sport et tutosphère sont également au programme et nous ferons également notre débat quotidien comme nous en avons l'habitude. Mais avant tout ceci, voici la minute de l'humoriste. Moi, je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Vous les Benguis, là, quand vous venez ici en Afrique, vous avez toujours vos go là-bas. Maintenant, vous venez ici, vous venez nous bluffer ici, là, pardon, je ne suis pas intéressé. Moi, je n'ai personne. Tu n'as personne comment? Non, tu peux rester en Beng. Tout le temps que tu as fait en Beng, là, tu reviens sans go. Parce que j'étais en train de vivre pour toi. En fait, c'est pas juste avec que quand j'allais revenir comme ça, tu allais m'attendre. Moi, je suis célibataire depuis le coup primaire. Vive pour moi que c'est moi qui te donnais à manger là-bas. Je suis sûr que tu as déjà ta blanche là-bas, ta vieille blanche là-bas quelque part. Tu penses qu'on ne connaît pas ça? Même chinoise. Tu connais ça? Même chinoise, je n'ai pas. Même indienne. Je n'ai personne. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. Moi, je suis là pour faire du sérieux avec toi. Moi, je veux t'épouser comme ça. Après, tu viens en Beng. On est là, on fait un mariage et tout ça. Moi, je n'ai personne en France. Moi, je suis là. On va faire du sérieux. Tu vois, là, je suis venu pour te prendre. On n'a qu'à partir chez moi à la maison. Tu vas bien plus faire connaissance dans ma chambre et tout. C'est ça que je te dis. Donc, tu es sûr que tout le temps que tu as fait là-bas, même une blanche, rien, personne. Même là-bas, même moustique ne m'a jamais piqué là-bas. Ici, même, je vis seul. Je suis seul. Personne. Il faut écouter ce que je suis en train de te dire.
Hein? D'accord. Il faut venir, on va chez moi. Moi, je t'ai dit, je vais changer ta vie. Tu vas rentrer avec moi, Mbeng. Oui. Ok. Je vais rentrer avec toi. Quand je ne vais plus partir en France. Comme c'est toi, tu mérites, on ira s'installer au Canada. Tiens. Moi, je te dis la vérité comme ça. Il faut monter. Tu es la seule femme à qui je dis ça. Hein. Sinon, moi, les autres femmes, même, je ne parle même pas avec les autres femmes. Ouais. Bienvenue. Bienvenue chez moi, fais comme chez toi. Hein? C'est quoi ça? Quoi? Diane est tranquille pour la vie. Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est quoi ça? Hey! Attends. C'est... Hey! Jésus sur le vélo. Mais ça, tu m'as dit que tu n'es pas marié en France, non? C'est quoi ici là? C'est quoi? Tu es un jumeau? Parle, non? Hey, Seigneur, les benguistes là, vraiment. C'est comme ça que vous quittez de Mbeng là-bas, vous venez vous tromper les enfants déjà ici. Tous les mots, les suites mots que tu m'as dit là. Tu m'as dit que tu n'es pas marié, non? C'est quoi ça? Partout. C'est quoi cela? Elle est ensorcelée. La fille là, elle est folle. Hein. Quoi? La fille là, on m'a dit qu'elle était folle de ça. Mais donne-moi, j'ai soif. Hey, Seigneur, j'ai besoin d'eau. Ça, c'est quoi ça là? Hey, les benguistes là, vous allez tuer quelqu'un ici là. Aïe, Seigneur. Mais. Aïe. Par ça, c'est quoi ça? Ah, Seigneur, le gars ici là, on t'a vendu au village, papa. Même si tu es marié, c'est le genre de mariage ici là. Tu as mangé le charme là que combien de fois, mon frère? C'est déjà dans ton sang. Le drap, la photo, le truc partout. Tu regardes même tes caleçons, c'est ça. C'est quoi, papa? La fille là veut m'avoir. Pardon, je n'en peux plus. Pardon, laisse-moi. Comme ça, fous le camp. Je vais faire du sérieux avec toi. Allô? Tu as prévu la surprise. C'est à moi que tu as fait ça. Dieu va te punir. Dieu va te punir, la dame. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Le lion ne dort pas. Bon séjour. Dieu va te punir. Et voilà, c'était donc la minute de l'humoriste. Place à présent à la rubrique Santé avec Olive Oussougoué. Elle est déjà en place, bien entendu, avec son invité. Bonjour Olive. Jennifer Sativi, toute bonjour. De blanc vêtue, toute belle. Merci beaucoup, vous êtes également très belle. Merci. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, Olive? Nous parlons des grossesses tardives. D'accord. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons des grossesses tardives et leurs répercussions sur la santé des femmes. De nos jours, de nombreuses femmes repoussent la maternité pour diverses raisons. Mais quelles sont les réalités de ces choix pour donc permettre aux téléspectatrices de faire des choix éclairés concernant leur santé reproductive? Nous avons invité Dr Timon Vaudouret. Vous êtes gynécologue obstétricien. Bonjour. Bonjour, Madame Olive. Alors, qu'entend-on par grossesse tardive? La définition de grossesse tardive est relative à l'âge.
on parlera de grossesse tardive chez une femme lorsque cette grossesse va survenir. Entre-temps, on parlait de après 35 ans. Mais cette définition, elle a évolué et maintenant, on en parle beaucoup plus au-delà de 40 ans. Au-delà de 40 ans. Au-delà de 45 ans, on parle de grossesse très tardive. Alors, et pourquoi le thème est devenu pertinent aujourd'hui? Parce que d'abord, c'est un problème de santé publique. Problème de santé publique parce qu'il est de plus en plus fréquent d'une part et d'autre part, les complications auxquelles cette grossesse expose les femmes, l'enfant à naître et l'enfant né sont importantes. Et on sait également que c'est un problème qu'on peut éviter. Voilà. Alors, un problème de santé publique. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une femme, par exemple, à repousser, par exemple, sa première grossesse? Elles sont nombreuses. Ces circonstances. Tout d'abord, ça tient à l'évolution du statut de la femme dans la société et de son niveau de vie. Pour être plus concret, les femmes ont accès à une éducation scolaire plus longue. Elles font de longues études universitaires. Elles ont accès à des fonctions plus intéressantes. Elles aspirent à des carrières professionnelles. Et tout ça fait que beaucoup de femmes retardent leur première grossesse. Autre chose, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souhaiteraient avoir une certaine stabilité professionnelle et financière avant de commencer leur projet de maternité, ce qui est parfaitement compréhensible. Voilà. Donc, ce faisant, beaucoup avancent l'âge à leur première grossesse. Et sans oublier que la prévalence contraceptive, elle est faible chez nous. D'accord? Je ne sais pas si on a le temps pour que je développe après ce facteur-là. Oui. Comment ça influence? On peut venir là-dessus dans un autre moment. D'accord. Alors, aujourd'hui, à quel âge normalement une femme doit avoir sa première grossesse de façon raisonnable, la tranche d'âge? D'accord. La tranche d'âge, d'abord, elle dépendra de tout un chacun. Ça, c'est la première chose. C'est pas possible de dire, voilà l'âge spécifique auquel il faut avoir une grossesse. Ce qu'on sait, l'influence de l'âge, du point de vue purement médical, sur la grossesse, c'est que les âges extrêmes posent problème. Quand il dit âge extrême, c'est avant 20 ans. Donc, grossesse chez une adolescente. Et après 40 ans, grossesse chez une femme de plus de 40 ans, ce sont des grossesses qui sont associées à beaucoup de complications. Dans l'intervalle, il y a moins de complications. Je fais un petit mouvement pour dire que déjà, au-delà de 35 ans, pour la bonne supérieure, on commence déjà par assister à certaines complications. Donc, idéalement parlant, on dira entre 20 et 35 ans, si on devrait fixer un intervalle d'âge. Maintenant, cet intervalle sera rapporté aux aspirations de chaque couple, aux besoins de chaque couple, au moment où le couple est prêt pour faire face justement aux exigences de la grossesse et de la maternité. Alors justement, lorsque la grossesse, elle, intervient à un âge avancé, quels sont les risques, d'abord pour la santé de la femme qui la porte? Les risques, ils sont nombreux. Nous allons aller, si vous voulez catégoriser, on va y aller. Okay. Vous avez déjà commencé, déjà chez la femme, il y a le risque lié au terrain sur lequel cette grossesse va se développer. Une femme d'au moins 40 ans suppose, dans bien de cas, des antécédents médicaux, des pathologies qui existent avant la grossesse. Si j'emploie des termes trop médicaux, veuillez me dire pour que je clarifie. Voilà. Donc, c'est une bonne partie de ces femmes auront peut-être une hypertension artérielle, un diabète méconnu ou d'autres maladies préexistantes à la grossesse, mais qui peuvent avoir d'influence sur l'évolution de celle-ci. C'est une femme qui a peut-être déjà été opérée un certain nombre de fois, myome utérin, césarienne par le passé. C'est une femme qui aurait déjà accouché un certain nombre de fois, en sachant que les grossesses trop nombreuses aussi posent problème, en sachant que l'intervalle trop court entre l'accouchement précédent et la grossesse suivante pose également problème. C'est une femme qui aura peut-être une surcharge pondérale, un excès de poids, voire une obésité. D'accord? C'est une femme qui aura peut-être des pathologies cardiaques connues ou non. Voilà. C'est une femme qui, au cours de l'histoire des grossesses antérieures, aura pu avoir des conséquences, des complications. Et on sait que l'occurrence de certaines complications par le passé augmente le risque de récidive au cours des grossesses ultérieures. Donc voilà un peu le type de femme chez qui ces complications vont, cette grossesse va survenir, sans oublier les problèmes spécifiques de l'appareil génital tels que les fibromes utérins
et autres. Alors, voilà, c'est pas fini, c'est pas fini. Donc il y a les risques liés au terrain. Maintenant, il y a les pathologies qui vont apparaître au cours de la grossesse. Et quelles sont ces pathologies justement? Vous avez l'hypertension artérielle, dont l'une des formes qui nous pose souvent problème est la prééclampsie. Vous avez le diabète gestationnel. Voilà, gestationnel. Pour ne citer que celles-là qui sont les plus fréquentes que nous rencontrons au cours de ces grossesses-là. Alors, parlant de la pré-éclampsie, pourquoi justement c'est fréquent chez les femmes enceintes à un âge avancé? Comment explique-t-on cela? Il faut dire qu'on n'a pas fini de tout apprendre par rapport à la pré-éclampsie, d'accord? Et ce qu'on sait, c'est que pour que la maladie se développe, je rappelle brièvement ce qui se passe dans une grossesse normale déjà. Oui. Et lorsque l'œuf se forme dans la trompe et migre dans l'utérus, il va s'implanter. Ce qui est censé devenir plus tard le placenta, on l'appelle au début le trophoblaste, il va émettre des sortes de racines, on appelle ça villosité, des sortes de racines qui vont pénétrer dans la muqueuse de l'utérus, qui au cours de la grossesse s'appelle caduc. Donc ça va pénétrer la muqueuse de l'utérus, puis la paroi de l'utérus elle-même. Ce faisant, ces tentacules, envahir les parois des vaisseaux qui vont irriguer le placenta et donc l'enfant. Ce faisant, elles vont détruire en griffe la paroi de ces vaisseaux et favoriser leur dilatation. L'objectif de ces modifications, c'est d'assurer une adaptation, une amélioration de l'apport sanguin au placenta et à l'enfant. Voilà. Et pour que la prééclampsie survienne, justement, cet envahissement de ces vaisseaux utérins se fait mal. Donc, les vaisseaux gardent leur petit calibre, d'accord? L'apport sanguin est faible, le placenta souffle et réagit en libérant des substances toxiques. Et ceci ne permet pas à l'enfant de se développer normalement. Bon, ça, ce sera une conséquence justement de la maladie. Mais c'est un peu comme ça la maladie naît. Plus l'âge augmente, moins la vascularisation de la muqueuse de l'utérus est bonne. Vous voyez un peu, d'où un point de départ pour les pathologies vasculaires, dont l'hypertension artérielle sur grossesse. Alors, le diabète gestationnel, vous en avez évoqué et tantôt. Quelles sont les complications liées à cela? Au diabète gestationnel. Oui. Alors, elles sont nombreuses. Parlant d'abord du diabète gestationnel, il y a deux entités. La première entité, c'est le diabète préexistant à la grossesse, mais inconnu jusque-là, qu'on va découvrir fortuitement au cours de la grossesse. Et il y a l'intolérance glucidique qui va apparaître réellement au cours de la grossesse, en général au deuxième trimestre, après le 5e mois. Lorsque il y a un diabète préexistant à la grossesse, ça expose l'enfant plutôt, à des risques de malformations. Des malformations au niveau du cœur, au niveau de l'appareil digestif, pour ne citer que celle-là. Préexistant ou apparu au cours de la grossesse, il y a le risque que l'enfant soit trop gros. On parle de macrosomie fœtale. Nous allons en venir par rapport aux conséquences qui concernent les bébés. Mais d'abord, comment est-ce que vous arrivez à prendre en charge une grossesse tardive? Comment est-ce que vous la prenez en charge? La prise en charge des grossesses tardives vise plusieurs objectifs. Le premier objectif, dès la toute première consultation prénatale, c'est d'évaluer de façon holistique le terrain. J'ai cité un peu pêle-mêle quelques éléments dont il faut tenir compte. Voilà, dans cette évaluation. C'est de réaliser aussi les dépistages des complications auxquelles on s'attend. Éventuellement. Voilà. Et d'élaborer un plan de suivi dès le début de grossesse. Donc, on explique à la femme quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on va la suivre, à tel trimestre, voilà ce qu'on va rechercher, à tel trimestre, voilà ce qu'on va rechercher. Et pour l'accouchement, voilà les éléments qui vont intervenir dans le plan de votre accouchement et voilà les différentes éventualités d'accouchement possibles. Donc les trois principaux objectifs qu'on vise dans le suivi de cette grossesse, c'est ceux-là. Alors justement, nous allons revenir à l'enfant qui est également impacté quand la grossesse elle est tardive. Quelles sont les complications, les risques pour la survenue, pour le suivi de l'enfant, du bébé? Les problèmes que posent les grossesses tardives chez les enfants commencent depuis l'utérus. L'un des problèmes, c'est les aberrations chromosomiques. On sait qu'avec l'âge... Aberrations chromosomiques? Oui. Avec l'âge, la qualité de l'ovule
Est moins bonne. Est moins On va bonne. dire ça comme ça. Voilà, est moins bonne. Vous savez que ce qui détermine le patrimoine génétique, d'accord, ce que nous faisons, ce que nous sommes, c'est lié à notre patrimoine génétique. Nous en recevons la moitié du père et la moitié de la mère, d'accord, à travers la fusion de l'ovule, normalement ovocyte, et du spermatozoïde. Mais dès lors que ce que la mère, le patrimoine, la part du patrimoine envoyé par la mère a des altérations, l'existence d'altérations chez l'œuf qui sera issu de cette fécondation est là. Ces altérations peuvent tenir au nombre, d'accord? Et c'est là qu'on va assister par exemple à l'une des maladies chromosomiques qu'on appelle la trisomie 21. Ah ouais. C'est la plus fréquente au-delà de cet âge-là. Il y aura également les anomalies de structure. Le deuxième type de problème, c'est les malformations qui peuvent être consécutives à l'existence d'anomalies chromosomiques ou non. D'accord? Il y a le risque d'accouchement prématuré qui est plus grand. Prématuré lié rien qu'à l'âge, d'une part, et aussi lié aux pathologies qui seront présentes. Lorsque la mère, par exemple, a une prééclampsie sévère, le traitement véritable de la prééclampsie sévère, c'est d'arrêter la grossesse. Wow. Donc, lorsque la vie de la mère est en danger ou l'enfant risque de mourir in utero, là, on décide d'arrêter la grossesse. Donc, c'est une prématurité induite. C'est la même chose lorsque le diabète, on a des difficultés à l'équilibrer et avec d'autres complications auxquelles on peut assister. Le risque de mourir dans le ventre est également plus grand, indépendamment de toute pathologie. Le risque est aussi plus grand. Voilà. Est-ce que allez-y. À l'extrême, j'ai parlé de prématurité, il y a également le retard de croissance intra-utérin. Pour l'enfant. Mais à l'extrême, il y a également, certaines études ont fait cas de macrosomie, donc un excès de poids de l'enfant. Et une petite parenthèse par rapport au fœtus macrosome, parce que les parents ne comprennent pas souvent quand on leur dit que votre enfant, il est vulnérable. C'est de gros bébés au pied d'argile, si je peux m'exprimer ainsi. Ils sont particulièrement fragiles. Voilà. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, existe-t-il vraiment aujourd'hui des avancées médicales qui vous permettent de prendre en charge cette grossesse et de réduire les risques liés à l'enfant, liés à la femme, surtout au bébé? L'enfant, il faut sauver la mère, il faut sauver également le bébé. La première chose, c'est qu'on a de meilleures connaissances des problèmes que pose cette grossesse. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait bien prendre en charge beaucoup de complications qui sont dues à cette grossesse à risque. On les appelle les grossesses à risque. Voilà, à risque élevé. Maintenant, dans tout ce que j'ai cité, vous allez voir qu'il y a des risques que nous ne pouvons pas prendre en charge. D'accord? S'il y a par exemple des aberrations chromosomiques, c'est constitué. D'accord? Tout au plus, on saura que ça existe. Et puis la loi donne d'ailleurs la possibilité à la femme de se débarrasser de cette grossesse avant... L'expression de se débarrasser. Bon, je le dis comme violente. Oui, bon, d'accord. Je prends un exemple. C'est une parenthèse. Dans le suivi, par exemple, de cette grossesse, on réalise... On peut réaliser le dépistage de la trisomie 21. Enfin, on évalue le risque de cette femme de développer une trisomie 21. Elle est enceinte, elle a plus de 40 ans, elle vient en consultation. Entre 11 et 14 semaines, on lui fera sa première échographie, au cours de laquelle on va mesurer ce qu'on appelle la clarté nucale. Derrière le cou, il y a souvent, chez tous les embryons, un petit film, une petite bande de liquide qui doit être mince. Mais au-delà de 3 à 3 cm et demi, on sait que le risque d'existence d'anomalies chromosomiques est important. Donc, on peut faire le dépistage comme ça. Et il y a d'autres éléments qu'on associe à ce dépistage. On fera également à 4 mois et demi l'échographie morphologique pour rechercher l'existence de malformations. Donc, c'est lorsque on met en évidence, d'accord, de pathologies graves pour l'enfant qui soit sont incompatibles avec la vie ou qui vont lui faire avoir une qualité de vie extrêmement médiocre ou difficile, que les parents peuvent solliciter une interruption de grossesse. Et lorsque la législation le permet, on peut y accéder. Alors, justement, Olivier, si vous le permettez, j'ai une question quand même, docteur. Par rapport à ces femmes qui nous suivent, on a cité beaucoup de risques. Tout ça, je dirais, fait un peu peur. Mais lorsqu'on a passé les 40 ans, pour les téléspectatrices ou les téléspectateurs qui nous suivent et qui veulent savoir, est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous, est-ce qu'il n'y a pas des dispositions à prendre pour éviter un peu tous ces risques-là? Oui, la première chose à faire, vous avez plus de 40 ans et vous voulez tomber enceinte, c'est de faire une consultation préconceptionnelle.
Vous voyez votre gynécologue et vous lui faites part de votre préoccupation. D'accord. L'objectif de cette consultation, je le répète, c'est d'évaluer le terrain. On va vous faire un vrai check-up. On va vous interroger de fond en comble pour identifier les différents risques qu'il y a. On va vous examiner pour voir est-ce que vous avez une hypertension artérielle, quel est votre indice de masse corporelle, est-ce que vous avez une surcharge pondérale, ou bien est-ce que vous êtes obèse, tout ça. On va rechercher est-ce que vous avez été opéré de l'appareil génital. On va vous faire le dépistage du diabète. Donc, en résumé, quand on fait ce bilan, les pathologies qui auront été découvertes, on va essayer de les maîtriser. Déjà au début de la grossesse ou avant même la grossesse? Avant la grossesse. Vous avez un diabète, on doit équilibrer ce diabète avec votre endocrinologue avant de vous donner le quitus pour que vous tombiez enceinte. Vous avez une hypertension artérielle préexistante, on doit l'équilibrer. Vous avez une cardiopathie, on va vous adresser à un cardiologue qui va gérer, qui va vous stabiliser avant de vous donner le quitus de tomber enceinte. Quand on procède comme ça, d'abord, vous savez à quoi vous attendez, et deux, on gère mieux, les choses se gèrent mieux. Okay. Donc, la conseil fondamental dans cette situation, c'est celle-là, consultation préconceptionnelle. Alors, nous allons continuer avec les conseils plus tard, mais qu'en est-il de la césarienne? Est-ce que d'office, une grossesse tardive fait appel à une césarienne? Non. Ou bien est-ce qu'il arrive des cas où vous avez quand même à aider la femme à accoucher, normalement par voie basse? Il est vrai que le taux de césarienne est élevé chez les femmes d'âge supérieur à 40 ans. Lorsque c'est une femme qui a sa toute première grossesse après 40 ans, la probabilité qu'elle accouche par césarienne, elle est très grande. Elle est forte. D'accord? Ce n'est pas une indication absolue. Elle est relative. Voilà. Il y a ça par exemple. Ensuite, il y a l'ensemble des pathologies dont on a parlé. Les pathologies pour la mère qui contre-indiquent l'accouchement par voie basse. Les pathologies pour l'enfant qui rendent dangereuse la voie basse pour lui. Donc, vous voyez que c'est des situations qui sont à risque effectivement de césarienne. Mais lorsque tout se passe très bien, ce n'est pas une femme qui veut effectuer son tout premier accouchement. Elle a déjà accouché un certain nombre de fois. Il n'y a aucune pathologie maternelle, aucune pathologie fœtale, les conditions obstétricales sont bonnes, le bassin est bon, voilà, tout est bon pour qu'elle accouche par voie basse. Oui, elle va accoucher par voie basse. Et c'est le cas, justement, de la plupart des femmes de plus de 40 ans chez qui tout se passe bien. Alors justement, vous avez déjà commencé par en parler avec Jennifer. Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui nous suivent actuellement, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir tôt, en tout cas entre 20 et 35 ans, leur première grossesse, ou peut-être celles-là qui ont eu un enfant ou deux et qui veut avoir une autre après, ou celles qui contractent une grossesse par surprise et qui décident par exemple de la garder après 40 ans. Que direz-vous à ces femmes? Parce que ce que vous avez dit, c'est bien avant, l'évaluation devait intervenir avant la grossesse, mais il y en a qui se retrouvent être enceintes. Que direz-vous à ces femmes ou à ces couples? Déjà, c'est une grossesse à risque élevé. D'accord? C'est pas pour faire peur, mais appelons les choses comme elles sont. Ça implique une chose fondamentale, c'est que ça doit être suivi. Le suivi doit être effectué par un obstétricien, donc un gynécologue obstétricien, au mieux. Je dis au mieux parce que la femme peut habiter une zone où l'accès à un gynécologue peut être un peu difficile. Mais au mieux, il faut que ce ne soit pas un gynécologue obstétricien. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est de se conformer au plan de suivi qui sera fait, qui sera élaboré avec elle. La troisième chose, c'est justement de respecter tous les conseils qui lui seront donnés. D'accord? Conseils d'hygiène de vie et de réaliser tous les bilans qui seront demandés quand ils seront demandés. Je vous ai parlé de l'échographie au premier trimestre avec ce qu'on recherche en l'occurrence. Au deuxième trimestre, on va lui demander une échographie pour étudier la morphologie de l'enfant. Est-ce que tous les organes sont constitués comme ça doit l'être ou bien est-ce qu'il y a des malformations? D'accord? Et tout ça permet d'adapter comment est-ce qu'on prend en charge cet enfant à la naissance au mieux de ses intérêts et des intérêts de la mère. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations. Hein. Oui. Mais est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux femmes sur les grossesses tardives, aux couples sur les grossesses tardives? Dans toute la mesure du possible, c'est d'éviter les grossesses tardives. Dans toute la mesure du possible. Il faut pouvoir trouver un équilibre entre la vie professionnelle. C'est normal, hein, c'est noble d'avoir des ambitions professionnelles et la vie de famille. C'est extrêmement important. Deuxième chose,
L'un des facteurs pour lesquels les gens tombent souvent dans ces situations, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'information que c'est des grossesses à risque. Maintenant, beaucoup de personnes le savent et elles peuvent continuer justement à se cultiver là-dessus. Toutes les informations existent maintenant sur l'Internet et dans les documents pour avoir une meilleure information. Et également, se rapprocher de son obstétricien, mais ça, je dis de façon obligatoire. C'est une recommandation formelle avant de mettre en œuvre, de mettre en route une grossesse après 40 ans. Si on finit de vous expliquer, d'accord, les enjeux d'une grossesse comme ça, du suivi et ce à quoi on s'attend, il y a des femmes qui peuvent renoncer. D'accord? Mais vous pouvez, qui vont s'y lancer. Mais là, en vous y lançant, il faut se conformer au plan de suivi. C'est extrêmement important. Voilà. Alors, merci beaucoup, docteur. J'espère que vos conseils vont permettre aux femmes et aux couples de prendre des décisions éclairées. C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, Olive, et merci également à vous, docteur, pour cet entretien qui, ma foi, je pense, va aider beaucoup de personnes. On se retrouve, Olive, vendredi prochain, toujours avec le même plaisir et la même soif d'en découvrir davantage. Mesdames, Messieurs, nous allons passer à présent à Lexique Sport et nous saurons de quoi il s'agira aujourd'hui. Lexique Sport aujourd'hui nous emmène sur le terrain du handball. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Nous découvrirons le beach volley. Qu'est-ce que c'est que le beach volley? C'est à suivre dans cet élément que nous propose Bruno Soali. Un petit air de vacances et de plaisir avec le beach handball. Mais attention, le mode compétition est activé. Vous allez pouvoir vous régaler en regardant, en pratiquant ce nouveau sport fun. Acrobatie, stratégie, ambiance, dextérité, agilité et donc spectacle, rien ne manque au beach handball. Le fair play y est aussi très présent. On respecte les décisions de l'arbitre, mais également le talent des adversaires. C'est l'Italie qui a initié ce sport. Bon nombre de nos voisins fréquentent déjà les compétitions internationales depuis les années 2000. Le beach handball est développé à l'échelle mondiale, sur tous les continents. À ce jour, la Grèce, le Brésil, la Norvège ou encore la Hongrie et l'Espagne dominent la scène internationale. Depuis 2017, la Fédération française de handball a engagé 4 équipes aux championnats d'Europe et du monde, 2 adultes, 2 jeunes, filles et garçons. Avant de passer à la pratique du beach handball, un petit point sur le règlement. Le terrain mesure 27 mètres de long, 12 mètres de large et les zones sont à 6 mètres. Chaque équipe occupe un côté différent du terrain. Comme au handball, le but mesure 3 mètres sur 2. Au début de chaque set, l'engagement est réalisé au centre du terrain. En défense, les joueurs sont en infériorité numérique, à 3, accompagnés du gardien. En face, les attaquants sont en supériorité numérique, grâce au spécialiste qui a changé avec le gardien de but. Chaque manche dure 10 minutes, la mi-temps 5 minutes. Pour gagner un match, il faut gagner les 2 sets, quel que soit le score. Si chaque équipe gagne un set, on procède alors au shoot-out. Le principe est simple, le joueur passe le ballon au gardien qui lui renvoie dans la course. Le tireur doit alors essayer de marquer 2 points en utilisant prioritairement le spin shot ou 360. Et voilà ce que ça donne au championnat du monde 2016 à Budapest. Le spécialiste, attaquant supplémentaire, est un pilier essentiel de l'équipe. Souvent organisateur, il distille des ballons précieux à ses coéquipiers, mais il cherche également à marquer. Tous ses buts comptent pour 2 points. Quand l'attaque se termine, il doit sortir très rapidement du terrain pour permettre l'entrée de son gardien de but. Souvent en retard, il doit plonger pour arrêter le premier tir adverse. Dernier rempart, il coopère avec ses défenseurs. Il joue surtout des duels de près. Premier attaquant, s'il marque de sa zone, il ajoute 2 points à son équipe. Par contre, dès que son équipe possède la balle, il sort du terrain et laisse sa place au spécialiste. Le spin shot, c'est un 360 effectué avec le ballon.
L'impulsion se fait à 2 pieds pour sauter plus haut et faciliter la rotation. Le tir doit être réalisé avant de retomber. Quand il y a but, l'équipe marque 2 points. Petit point de vigilance cependant. Les arbitres vérifieront que la rotation est complète. L'in-flight, c'est le kung-fu ou le kempa sur sable. Il s'agit pour le tireur de réceptionner le ballon et de tirer dans la même suspension. Cette réalisation nécessite une grande précision du partenaire dans la passe aérienne. Quand il y a but, l'équipe marque 2 points. Le bloc est le geste défensif par excellence. Il s'agit en clair d'un contre coordonné avec l'action du gardien de but. Attention, il faut cependant éviter le contact avec le tireur, ce qui entraînerait une sanction. Coup au visage, contact avec le joueur en situation de tir ou comportement antisportif occasionne une sanction. L'arbitre manifeste cette sanction par un cassé du bras. En cas de 2 sanctions, il y a alors disqualification. On peut utiliser plusieurs dispositifs défensifs, dont les plus courants sont la défense alignée ou la défense étagée. À noter que dans la même phase de défense, on peut observer ces 2 dispositifs. Gardez cependant à l'esprit que le contact est interdit. En attaque, on peut jouer à 4 joueurs autour ou à 3 joueurs autour et un pivot. Le spécialiste se positionne au centre, à l'aile gauche ou à l'aile droite, suivant le projet de jeu. Le beach handball demande des compétences physiques pour réaliser les principaux gestes techniques que sont le spin shot, l'in-flight et le bloc défensif. Une bonne condition physique permettra d'enchaîner phase d'attaque et de défense. Le blocage préalable et la flexion des jambes sont essentiels pour utiliser complètement force et vitesse du train inférieur et permettre de sauter haut et de tourner vite. Bien sûr, dans le sable, ces réalisations sont encore beaucoup plus difficiles. Maintenant que vous vous êtes approprié les règles du jeu, que vous avez pu découvrir les éléments techniques et apprécier l'ambiance fun du beach handball, venez vous éclater sur les terrains ensablés. Tout ce qu'il faut savoir sur le beach handball. Merci beaucoup Bruno pour cet élément. Nous passons à présent à Leçon d'ici. Leçon d'ici. Je l'annonçais en début d'émission, Leçon d'ici aujourd'hui s'intéresse à la culture yoruba et nous parlons plus précisément des panégyriques claniques qui sont un incontournable pour les Yoruba. Nous recevons pour en parler M. Hamza Maliki Tidjani. Bonjour M. Maliki Tidjani. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous êtes ressortissant de l'ère culturelle Yoruba. Oui, je suis Yoruba. Les panégyriques claniques, quelle est la portée de ces panégyriques chez les Yoruba? Les panégyriques ont une importance capitale chez les Yoruba. Ça permet, n'est-ce pas, de connaître l'origine de la famille, l'origine du clan, l'origine de la collectivité. Et ça permet, n'est-ce pas, le bon voisinage. Ça permet, n'est-ce pas, que la personne qui prononce ces panégyriques vous connaît très bien et connaît votre origine. Tout à fait. Voilà. Donc, ça permet de s'identifier tel et de ce clan et l'autre pareil. Mais lorsque on remarque que, par exemple, pour saluer chez les Yoruba, c'est une remarque que j'ai faite, on fait une genuflexion et il y a les panégyriques qui sont récités. Est-ce qu'il y a un processus pour dire des panégyriques chez vous ou est-ce que on le fait comme on veut? Non, il y a des processus. Lequel? C'est-à-dire qu'il y a un ordre.
n'est-ce pas, que les gens suivent. C'est-à-dire que c'est selon l'origine. Comment est-ce que ça a commencé et jusqu'à la fin, donc on dit ça. Donc, dans quelles circonstances on le dit? Pas forcément pour la salutation. Je vous vois en chemin, je peux vous le dire. Oui. D'accord. Il n'y a pas de circonstances. D'accord. Dans la salutation, déjà, on peut tout dire. Bien sûr que c'est le temps qui vous le permet. Bien entendu. D'accord. Avant de continuer, moi, je vais vous demander, je vous croise, comment je dois vous saluer? Quel panégyrique je dois vous dire? Est-ce que vous pouvez nous réciter ça un peu? Oui, bon. En quelques deux phrases, pour moi, c'est Macho Madja. Macho Madja. Oui, Macho Madja. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est-à-dire, ça veut dire quelqu'un qui peut, quand il y a par exemple une lutte, il revient, voilà. Qui s'en sort toujours, qui a la victoire. Voilà. Mais ce n'est pas fini, je crois, c'est toute une déclamation. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, bon, ce que je connais, c'est qu'en dehors de cela, on dit, bon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il fait partie de la famille du clan qui a, bon, le velours en temps c'était primé, bon, donc qui a 7 velours. D'accord. Bon, donc c'est normal que quelqu'un qui n'en a pas du tout et soit jaloux, envieux, etc. Voilà. Tout à fait. D'accord. Mais avant de parler tout à l'heure, vous disiez ce dont je me rappelle. On se rend compte de plus en plus qu'on n'arrive pas à tout réciter. Tellement c'est long, c'est pratiquement un texte. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est parce que nous nous éloignons, n'est-ce pas, de nos cultures. Absolument. Et puis, bon, les gens n'ont plus le temps comme ça, ou bien que, bon, la visite dans les familles, ce n'est plus comme avant. Bon, c'est ça le problème. Mais est-ce que les Yoruba arrivent quand même à se battre, je dirais, pour imprimer cela dans l'esprit de leurs enfants, de leurs progénitures? Oui, comme dans toutes les familles où il y a ces choses-là, bon, donc ça se fait. Mais l'occidentalisation fait que, bon, ce n'est plus comme ça. On se limite à une phrase ou 2 phrases seulement, et c'est fini. Ok. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des parents ou des grands-parents? Oui, c'est la responsabilité des parents et des grands-parents. Bon, c'est là le problème. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne jouent pas leur rôle? C'est ce qu'on peut comprendre par là? De ce côté, ils ne jouent pas leur rôle. Parce que, bon, même les femmes, quand elles arrivent dans une collectivité, dans une famille, elles apprennent ça. D'accord. Elles apprennent ça. Et puis parce que l'enfant, dès le bas âge, on doit lui dire, bon, voilà comment on te salue dans ta communauté, dans ton clan, voilà comment on te salue. D'accord. Certaines personnes attribuent des pouvoirs aux panégyriques claniques qui ont peut-être la capacité de calmer, de ragaillardir, de donner du courage. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, parce que quand on vous dit ça, vous êtes ému. Et puis, bon, si par exemple vous étiez en colère, bon, vous allez vous calmer. Bon, si c'est dans une réjouissance, bon, vous êtes ému au point où, bon, vous dites, ah, celui-là, il me connaît, etc. Et puis, bon, vous pouvez, si vous avez la possibilité, bon, de lui faire des gestes, tout à fait. etc. Bon. D'accord. Voilà. Et dans les temps anciens, peut-être quand vous étiez plus jeune, je dirais enfant, à quelle occasion on vous apprend les panégyriques où vous n'avez pas eu la chance de les apprendre? Bon, moi, je n'ai pas eu le temps de l'apprendre, mais c'est quand les gens en parlent. D'accord. Bon, quand vous arrivez chez les grandes personnes, quand vous allez chez les grandes personnes, vous voulez les saluer, puisque c'est depuis le bas âge, dans toutes les familles d'ailleurs, qu'on vous apprend à saluer. Tout à fait. Donc quand vous rencontrez les grandes personnes, déjà, les gens, pour vous saluer, commencent déjà par dire votre panégyrique. D'accord. Oui. Et à force d'écouter, vous les intégrez. Voilà. Tout à fait. Mais il y a également, vous avez parlé tout à l'heure de la salutation sur laquelle j'aimerais bien rebondir. Parfois, je le disais également au début, parfois, lorsqu'on vous salue, il arrive que votre protagoniste en face de vous récite tout le panégyrique ou une bonne partie. Quelle est son utilité? Oui, et cela prouve que celui-là vous connaît très bien. D'accord. Il connaît votre origine, il connaît votre famille. Très bien.
Et c'est ça. Donc, ça permet, vous avez de l'estime pour lui, vous avez un certain amour pour lui. Là, c'est quelqu'un qui me connaît jusque dans mon origine. Bon. Et ça symbolise le courage, la force et toutes les qualités de la famille à laquelle vous appartenez. Parce que les panégyriques, c'est généralement les faits importants de la famille et l'origine, etc. C'est tout ça là qui est dit dans les panégyriques. Très bien. Mais vous avez parlé également tout à l'heure des femmes, des épouses qui viennent et qui apprennent le panégyrique du mari. Un enfant, quel panégyrique doit-il prendre ou doit-il adopter? Est-ce celui de la mère, du père, ou est-ce qu'il a le choix? Non, généralement, c'est pour le père qu'on prend. Bon, mais quand l'enfant qui va chez ses parents maternels et que les parents maternels ne connaissent pas le panégyrique de son père, peuvent faire chose là. D'accord. Au cas où le père est peut-être absent, il peut adopter celui de sa mère. Oui. D'accord. Et dans ce cas, la famille lui récite le panégyrique de sa mère. C'est très intéressant, mais tout à l'heure, je vais vous laisser dire un mot quand même avant de repartir. On a parlé du fait que cette valeur soit, je dirais, en perte, en voie de disparition. Qu'est-ce que vous avez à dire peut-être aux familles qui vous écoutent, aux enfants qui vous écoutent pour qu'ils s'intéressent à la chose, surtout les Yoruba qui vous écoutent? Oui, je pense que nous sommes en train de promouvoir, de repromouvoir, n'est-ce pas, la culture chez nous. Donc il va falloir, n'est-ce pas, qu'on apprenne. Parce que moi qui suis ici, je ne peux pas, même pour moi, je ne peux pas réciter tout. D'accord. Il faut connaître l'essentiel. Il faut connaître l'essentiel. Oui, tout à fait. Donc, ça permet, n'est-ce pas, de connaître l'origine de tel. Surtout que, bon, pour la plupart des Yoruba, nous venons du Nigeria. Notre origine, c'est du Nigeria. Donc, ici, déjà, avec les générations, nous oublions beaucoup de choses. Tout à fait. Donc, il va falloir que nos parents, n'est-ce pas, nous apprennent, n'est-ce pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette figure-là dans chaque famille qui peut renseigner toutes les personnes qui cherchent à connaître? Oui, bon, il y en a dans beaucoup de familles Yoruba ici. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui sont qui déjà, malheureusement, tout est perdu. Voilà. Ok, c'est compris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hamzat Maliki Tidjani. Dans le son ici, vous nous avez appris davantage sur les panégyriques et claniques, notamment chez les Yoruba. Avant de poursuivre et de retrouver Tutosphère, nous allons marquer une courte. Tutosphère, à présent, nous sommes avec Rodrigue Babagbeto. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Bonjour Rodrigue. Jennifer, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, au menu, comme d'habitude, sur ce numéro, je vais dire ainsi, de Tutosphère, nous allons découvrir ces astuces, des astuces pour la vie quotidienne qui valent la peine d'être mémorisées. Ce sont certaines circonstances un peu exaspérantes que vous rencontrez peut-être tous les jours et qui vous font regretter de ne pas avoir cette astuce sous la main qui pourrait vous permettre d'en ressortir. Comment nettoyer rapidement, par exemple, une cire renversée? Comment déboucher une bouteille de vin? Jennifer, vous savez le faire, vous? Sans tire-bouchon? Je ne pourrais pas, ça risque de se casser. Très bien. On va découvrir comment ça se fait dans cette vidéo. Voici comment protéger ta carte bancaire des escrocs potentiels. Prends un marqueur et masque les 4 derniers chiffres. Tu peux aussi utiliser un autocollant facile à enlever et le placer sur le code de sécurité. Ne perds pas de temps à récurer à fond les taches de brûlure sur le fond d'une casserole. Au lieu de cela, remplis-la d'eau et ajoute 3 cuillères à soupe de sel. Laisse reposer toute la nuit pour que le sel dissolve les résidus de cuisine et le matin, vide l'eau de la casserole. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'enlever toute cette graisse. Le match de foot va commencer d'un instant à l'autre et il s'avère que tu n'as plus de pile adaptée pour ta télécommande. Tu peux utiliser une pile plus petite à la place, qui rentrera facilement à l'intérieur. Maintenant, prends du papier d'aluminium et froisse-le. Place la boule d'alu dans l'espace situé sur l'extrémité négative ou plate de la pile. Voilà, tu peux allumer la télé désormais.
Inutile de transporter tes clés dans ta main lors de ton prochain jogging. Mets-les plutôt dans ta poche, prends un élastique et noue-le autour de la poche par l'intérieur, ainsi tes clés ne tomberont pas. Tu as cassé ta clé dans la porte, elle est coincée dedans. Super! Faire appel à un serrurier risque de coûter plus d'une centaine d'euros. Pour une solution moins chère et plus rapide, essaie d'utiliser un bâton de colle chaude. Chauffe l'extrémité à l'aide d'un briquet et une fois qu'elle est suffisamment chaude pour fondre, introduis la colle dans le trou de serrure. La colle fondue entrera dans l'espace disponible, recouvrant une partie de la clé. Une fois refroidie, elle se combinera et se fixera solidement à l'extrémité de la clé qu'il ne te restera plus qu'à extraire. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Tu as aussi oublié ton tire-bouchon ou ton bouchon s'est cassé à moitié dans le goulot. À l'aide d'un briquet, chauffe le haut de la bouteille. La chaleur dilatera légèrement le verre, ce qui éjectera le bouchon par le haut. Tu as encore mis de la superglue sur tes doigts? Prends du sel et verse-le sur tes doigts collés. Mets tes doigts sous l'eau et frotte délicatement. Le mélange va dissoudre la colle et te libérer en un rien de temps. Il existe un moyen plus facile et moins salissant de retirer les coquilles d'un œuf dur. Une fois l'œuf cuit, casse la coquille aux deux extrémités en la tapant. D'un côté, retire la coquille en l'écaillant. Souffle ensuite directement avec ta bouche sur l'extrémité ouverte. La force de l'air poussera l'œuf et dilatera la coquille, ce qui permettra de le faire sortir sans dommage. Lorsque tu sors les ordures, il se peut que tu te retrouves avec du jus de poubelle sur toi. Un bon moyen d'éviter cela est de placer de vieux papiers au fond du sac. Cela permet non seulement d'absorber tous les liquides provenant de la nourriture et d'autres éléments, mais aussi d'empêcher la formation de mauvaises odeurs dans la poubelle. Personne n'aime les moustiques et les insecticides coûtent cher. Une alternative bon marché consiste à prendre une bouteille en plastique et à couper la partie supérieure, là où elle prend une forme d'entonnoir. Après l'avoir retirée, retourne-la et mets-la à l'intérieur de la bouteille. Mélange 2 tasses d'eau chaude avec 2 cuillères à soupe de sucre. Les bestioles seront attirées par la préparation à l'intérieur et resteront piégées dedans. Il ne te reste plus qu'à t'asseoir et à te détendre, sans craindre de te faire piquer. Et voilà, vous êtes aussi assis, détendu à nous suivre et à prendre du plaisir justement sur cette rubrique Tutosphère. Jennifer, vous voyez, il est possible de déboucher une bouteille de vin. J'ai très bien compris, il suffit de mettre un briquet, une allumette, pardon, et puis ça éjecte. Voilà, ça éjecte beaucoup de tout de choses suite. dans votre vidéo. Pour vous qui avez déjà un plan pour le week-end, vous pouvez l'essayer, ou même si vous ne voulez pas attendre le week-end, l'essayer déjà au déjeuner tout à l'heure. Nous poursuivons avec à présent une autre vidéo qui révèle aussi des astuces qui, vous allez le voir, se révèlent très intéressantes pour vous. Hey, si tu utilises ton téléphone pour regarder quelque chose et que tu es fatigué de le maintenir en place car il tombe sans arrêt, essaye de profiter de tes lunettes de soleil. Il suffit de les mettre à l'envers et d'utiliser les pattes de celles-ci pour maintenir le téléphone en place. Tu peux utiliser le ressort d'un vieux stylo pour empêcher le fil de ton chargeur de se plier et de s'effilocher. Il suffit d'enlever le ressort et de l'enrouler autour du haut du fil près du connecteur. Bouger des objets à travers une porte qui se ferme sans arrêt est une chose très agaçante. À la place, attache un élastique autour de la poignée de chaque côté de la porte de façon à ce qu'il passe par-dessus le loquet. Ce dernier ne pourra alors pas sortir et la porte ne se verrouillera pas. Tu peux utiliser un trombone pour trouver la fin de ton scotch. Il suffit de placer le trombone sous la pointe du scotch et tu n'auras plus jamais à chercher. Pour éviter, si tes draps sont complètement secs, prends un miroir et place-le en dessous. Laisse-le pendant environ 5 minutes et il s'embure. Cela signifie que les draps sont encore humides. Un lit humide peut être un terrain propice à la prolifération de moisissures et d'autres champignons désagréables.
Passer un post-it sur le clavier de ton ordinateur portable t'aidera à te débarrasser de la saleté accumulée et de tous les petits morceaux de nourriture. Attends quoi, tu ne manges pas vraiment devant ton ordi, j'espère? Au lieu de remplir ton sac à main ou ton portefeuille de cartes de fidélité de magasin, tu peux les prendre en photo. Il suffit de prendre une photo du code barre ainsi qu'une photo du recto pour savoir de quelle carte il s'agit. Ensuite, au moment d'aller au magasin, il te suffit de scanner le code barre sur ton téléphone pour collecter tes points. Fixe une pince à linge juste sous la tête de ta brosse à dents pour éviter qu'elle ne tombe sur le lavabo qui est sale. Peut-être que tu devrais aussi nettoyer ton lavabo sale. Pour éviter que les gros pots de fleurs endommagent les surfaces, colle des patins de meubles au-dessous du pot. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour diminuer les démangeaisons que provoque ton nouveau pull en laine. Il suffit de le tremper dans de l'eau tiède avec 2 cuillères à soupe d'après-shampoing et de le laisser pendant 15 minutes. Ensuite, sèche-le et ton pull sera beaucoup plus doux. Tu peux même le porter pendant que tu nettoies ton lavabo sale. Eh bien voilà, de nombreuses astuces également pour ceux-là qui n'ont pas de bocal dans lequel mettre leur brosse à dents. Eh bien, l'astuce est toute trouvée. Il faut juste utiliser une simple pince et votre brosse à dents ne traînera plus sur le lavabo pour prendre des microbes et tout. Voilà. D'accord, très belle astuce pour nous également qui nous déplaçons tout le temps avec nos chargeurs. Je crois que j'ai trouvé l'astuce idéale que je vais essayer, c'est sûr, dès que je descends d'ici. Merci Rodrigue d'être passé. On se retrouve très prochainement. Sans doute demain pour parler entendu. de fierté de 229. Au plaisir. C'était un plaisir, Rodrigue. Mesdames, Messieurs, place maintenant au débat dans le talk, bien sûr, après une courte pause. Et c'est l'heure du talk. Mesdames, Messieurs, la situation sociopolitique au Niger semble persister. Mais hier mardi 22 août 2023, l'Union africaine, très attendue sur le sujet, a annoncé sa décision, celle de suspendre la participation du Niger à ses activités et celles de ses organes, ses institutions, jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays. Nous en parlons ce matin pour connaître les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela peut changer? Avec nos invités qui sont déjà en plateau, nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Evelyne Kenom. Bonjour Madame Kenom. Bonjour Jennifer, mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes journaliste, mais également juriste. Je sais que vous aurez beaucoup à dire sur le sujet. En face de vous, Francis Eloge Attali. Bonjour, Monsieur Attali. Bonjour, Jennifer. Alors, vous êtes expert en gouvernance et également analyste de l'actualité politique. Je reste avec vous. Déjà, vous avez appris certainement cette nouvelle de suspension du Niger par l'Union africaine. Quelle analyse vous en faites? Il faut dire que c'est une décision sanitaire parce que l'Union africaine, à l'issue du sommet, je crois, de la CEDEAO, a continué à réfléchir sur les mesures coercitives à prendre pour décourager le coup d'État. Je crois que c'est vrai que vous et moi sommes convaincus que le coup d'État provoque plus de mal que de bien. Parce qu'un coup d'État, c'est la confiscation de l'appareil politique en violation du texte constitutionnel. Un coup d'État ne peut pas être encouragé. Donc il faut décourager les coups d'État. Parce que le mode d'accession dans une démocratie au pouvoir, c'est la compétition à travers les urnes. Et lorsqu'un président est élu à travers les urnes, il a un mandat constitutionnel. Et ce mandat, il faut bien qu'il puisse l'exécuter. Lorsqu'on interrompt le mandat, c'est qu'on bloque en fait une dynamique. Et je crois que la CEDEAO, avant, l'Union africaine a pris des sanctions, en fait une partie de sanctions, dont l'option diplomatique, mais aussi l'option militaire. La CEDEAO, tout en privilégiant l'option diplomatique et le dialogue, reste attachée à une intervention militaire. Par contre, je crois qu'au niveau de l'Union africaine, conformément au communiqué qui a été rendu, qui a été lu, on a constaté que l'Union africaine, en fait, a pris des sanctions parce qu'on a suspendu le Niger de toutes les activités que mène l'Union, mais aussi des organes et institutions, ce qui est normal. C'est ce qui se fait parce que pour le cas du Burkina, le cas de Mali, le cas de la Guinée, ça a été la même mesure de sanctions pour contraindre les putschistes en fait à négocier ou à respecter l'ordre constitutionnel. Maintenant, il y a l'autre pan qui reste un pan divergent, assez sensible. Je crois que sur la question de l'intervention militaire,
il y a eu beaucoup de divergences. Et au niveau de l'Union, je crois que l'Union n'a pas opté pour une intervention parce qu'elle reste prudente. Elle a même instruit le CPS, en fait, le Conseil de paix et de sécurité a instruit l'Union au fin de procéder à une évaluation de l'implication en fait économique, sociale, sécuritaire, évaluer l'implication pour voir à peu près quel serait en fait l'impact que ça peut peser si on faisait l'option d'intervenir. Je crois que c'est une décision qu'il faut saluer parce que l'Union africaine a eu une démarche plus pédagogique. En lieu et place d'une semaine d'ultimatum, je crois que l'Union a donné 2 semaines. Et je crois qu'au terme des 2 semaines, à l'issue de leur réunion, ils ont pris en fait les sanctions idoines pour permettre de poursuivre les négociations afin de sortir le Niger de l'impasse. Tout à fait. Sortir le Niger de l'impasse, on se rend compte que c'est également la préoccupation de l'Union africaine, Madame Evelyne Konom. Est-ce que cela peut être perçu comme un soutien à la CEDEAO ou ça peut conduire à la sortie de crise? Vous savons, vous clamez beaucoup la démocratie. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen ou l'un des meilleurs moyens de s'en sortir? Tout à fait. C'est l'inaction de l'Union africaine ou son mutisme qui étonnerait. Parce que pour comprendre, il nous faut faire un tour rapide dans la création même de l'Union africaine en 1963, au lendemain des indépendances, où 23 chefs d'État des États nouvellement indépendants africains se sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie pour créer le 25 mai, donc 1963, cette union-là, et qui avait pour ambition au départ de fédérer les États autour de la paix, de la sécurité, mais également de faire en sorte que la décolonisation soit effective et que l'apartheid puisse être éradiqué. Ils ont fait un chemin ensemble, il y a eu des divergences, et puis en 2002, ils ont décidé de faire la mutation de l'OUA en l'Union africaine. Cette fois-ci, ils se sont bien assis pour fonder les bases de l'organisation. Il faut dire que l'Union africaine aujourd'hui, c'est les 55 États. 55 États du continent africain. Ce n'est donc pas un clan. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un groupuscule qui s'est levé quelque part pour dire, voilà, nous intervenons dans la crise. Première chose. Je voudrais également faire observer que, au nombre des objectifs de l'Union africaine, il y a la promotion de la paix, de la sécurité, la lutte contre l'insécurité, mais également, l'Union africaine s'est dotée d'un certain nombre d'organes, dont le Conseil, le CPS, le Conseil de paix et de sécurité, qui, au sortir de ces assises-là, a rendu public ce communiqué-là. Au nombre des prérogatives qui sont dévolues à cet organe-là, au nombre de ses pouvoirs, il y a d'imposer. Lorsque vous lisez le protocole relatif à la création du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine, au point G, il y a que l'Union africaine impose, conformément à la déclaration de Lomé. La déclaration de Lomé, ça a été une déclaration relative au cadre pour une réponse de l'Union africaine au coup d'État. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'est assis pour l'écrire. Cela fait plus de 20, 30 ans que cela a été dit. Et donc c'est un cadre qui a été créé. Ce n'est pas pour le Niger qu'on a dit, Union africaine, maintenant il faut déloger des putschistes. Ça a été pensé depuis par les pères de l'Union africaine, de l'OUA. Déjà, donc il faut saluer la mémoire au passage, parce que tous ne sont plus de ce monde. Ils ont le mérite. Les Kwame Nkrumah, les Félix Houphouët-Boigny, les Léopold Sédar Senghor, les Mohamed V, les Sékou Touré, les Ahmed Ben Bella, les Patrice
Lumumba, les Modibo Keïta, ils ont le mérite, les Nasser, ils ont le mérite de s'être assis pour voir loin, pour une Afrique au-delà de leur génération. D'accord, donc la tradition est donc perpétuée, hein, cette décision, elle est tout à fait logique selon vous. C'est clair, elle est même légale. D'accord. Et elle est même légitime. Parce que non seulement elle obéit au protocole qui fonde même l'organe, mais également c'est des décisions auxquelles nos États ont adhéré en notre nom. Tout à fait. Il y a donc la légalité, mais il y a également la légitimité. À partir de ce moment, l'Union africaine est fondée à imposer le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est donc pas une décision sur fond de sentiments ou sur fond de clientélisme ou sur fond de je ne sais quoi. C'est une décision qui est bel et bien légale. Et c'est une décision à laquelle vous et moi, nous avons déjà eu à souscrire par le biais des représentants de nos États à l'époque. Et donc, je tenais à marquer cela avant d'avancer. Attendez, vous voulez que des gens respectables aillent s'asseoir à la même table que des putschistes? Le putschiste, il est venu comment? Je l'ai dit la dernière fois, c'est un usurpateur, c'est un braqueur, c'est quelqu'un qui vient foutre le désordre et la pagaille là où il y avait précédemment des efforts pour instaurer l'ordre et la sécurité. Qu'est-ce que des États respectables ont à s'asseoir avec des putschistes pour discuter de quoi? Non, écoutez, l'ordre qui a été organisé, l'ordre qui a été instauré par l'ensemble des 55 États africains, en temps le Maroc est sorti de l'Union africaine, mais le Maroc est revenu dedans. Ça veut dire que ce ne sont pas des plaisantins qui vont s'asseoir à l'Union africaine. Et donc cet ordre-là, des putschistes vont se réveiller un bon matin, selon leur bon vouloir, pour dire, nous remettons en cause, et on va s'asseoir autour de la même table que pour discuter de quoi? Mais il n'y a rien. Il n'y a même pas de débat autour. Il n'y a pas de discussion. Non seulement pour le cas du Niger, il faut déloger les putschistes, mais il faut les déloger également dans les autres États dans lesquels ils se sont arrogés le pouvoir par les armes. En enlevant, en éjectant, en évinçant des présidents qui ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais écoutez, on est où là? On est vraiment où là? J'apprécie et j'adhère à chacun des 16 points du communiqué issu des assises de l'Union africaine. Et j'apprécie, je dirais même que j'applaudis le fait que le point 1 ait commencé par désavouer. Au point 1, l'Union africaine dit qu'elle est préoccupée face à la résurgence des coups d'État militaires qui compromettent la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que le développement du continent. Non, j'ai apprécié cela. Parce qu'on ne peut pas ne pas commencer par dire que ce qui est là est anormal. Lorsque vous voyez 130 000 personnes réunies dans un stade pour dire que le peuple applaudit. 130 000 personnes là, c'est le peuple. Dieu seul sait comment ils ont été mobilisés pour venir. Tout à fait. Non, mais écoutez, c'est-à-dire le système des coups d'État est si cynique que derrière, en toile de fond, il y a toute une industrie de conditionnement psychologique et psychique des peuples. Il y a une psychologie, il y a toute une organisation de manipulation des peuples. Excusez-moi, j'y vois le vice et j'y vois la perversion. C'est triste pour mon continent. Je dirais même que c'est honteux. Il faut oser dire ça. Il faut oser dire ça. Ceux qui ne partagent pas nos avis, ils sont également libres de ne pas avoir ces avis-là. Mais il faut oser dire, il y a un adage de ma langue maternelle qui dit que
La chanson qui n'est pas bonne à entendre là, on ne la chante pas dans la cour de sa belle-mère. C'est cela. Non, non. Il faut arrêter avec ça. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kenom. Monsieur Attali, cette annonce, ce communiqué vient un peu comme un renfort quand même aux efforts de la CEDEAO, même si l'Union africaine n'encourage pas une intervention militaire. La CEDEAO est quand même, je dirais, requinquée pour aller de l'avant, pour trouver une issue à cette crise-là et peut-être rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Je crois bien que la CEDEAO elle-même n'est pas très attachée à l'option militaire parce qu'elle ne procède pas à l'aide dissuasive. Tout à fait. Afin que les putschistes soient disposés à négocier afin qu'on aille au rétablissement de la légalité constitutionnelle. Mais avant de poursuivre, je vais rappeler à Mme Kenom, c'est bien ça. Bien sûr. Mais qu'elle fait un bonus en fait aux putschistes en disant qu'ils étaient 130 000 citoyens. Non. Je dis, ils ont réuni 30 000. 30 000. Oui, au stade de Saint-Couché. Il n'était que 30 000. 30 000 là. Ah oui, mais 130 000, ça fait un bonus. Je dirais même s'ils avaient rempli le stade peut-être de 500 000 personnes, je suis sûr que personne d'entre ceux qu'ils ont réunis là n'est pour eux. C'est pour ça que je dis que derrière. Non, mais le Niger, ils sont près de 28 millions d'habitants. Si ce n'est que 30 000 réunis dans un stade. Même les 30 000 là, oui, mais, ils ne sont pas acquis. Oui, mais écoutez, ce n'est pas assez représentatif pour donner une onction à un coup d'État. Non, j'abonde dans le même sens que vous. Tout en rappelant qu'au moment où, en faisant le rappel historique, vous avez évoqué la naissance de l'OUA en 63. Mais au moment où l'OUA était en création, on avait nourri beaucoup d'espoir. Malheureusement, c'est que les espoirs nourris n'ont pas été satisfaits parce que en temps, l'OUA n'a pas eu l'environnement qu'il fallait, puisque c'est dans le contexte de la guerre froide, où il y avait une bipolarisation, donc il y avait le jeu des alliances et des idéologies. Conséquemment, vous avez vu que plusieurs pouvoirs révolutionnaires, putschistes, en fait, ont pris, donc l'Afrique a été secouée. C'est pourquoi pas de résurgence. C'est comme si nous sommes repartis encore un passé, à des décennies en arrière, pour vivre en fait les coups d'État qui ne font que ralentir le progrès, le développement et qui compromettent notamment le respect des droits de l'homme. Lorsqu'il y a coup d'État, forcément, il y a une parenthèse qui est mise sur la Constitution. Donc, c'est une période de négation des droits de l'homme. C'est en cela qu'il faut combattre, en fait, les coups d'État et aller à l'éducation démocratique. La culture démocratique, en fait, ne s'enracine que progressivement. La démocratie reste un idéal. Et il y a un modèle, en fait, qu'il faut chercher. Il faut trouver le paradigme, en fait, qui permet d'être en phase avec les attentes légitimes des populations. Et il faut que l'Union africaine, je suis heureux et je salue, parce que la situation au Niger est préoccupante. Je salue les mesures qui ont été prises par l'Union africaine, mais à compter de cette fois-ci, il faut que l'Union africaine reste dans sa ligne. Parce qu'il est arrivé, curieusement, vous savez que le président de la Commission de l'Union africaine, il porte le même prénom que le président tchadien. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Je ne veux pas qualifier, parce que ça, c'est un très bon coup d'État aussi. Mais malheureusement, vous savez qu'à l'intérieur de l'Union africaine, il y a eu beaucoup de débats. Il n'était même pas favorable, il a pris des sanctions. Mais il y a eu des interférences du chef d'État et des médiations pour qu'on puisse adouber ce coup d'État avec la bénédiction de la France. Ça fait partie des faiblesses, justement, de notre organisation. C'est pourquoi je dis évidemment que nous avons besoin, en fait, de faire des réformes profondes au niveau de nos organisations sous-régionales et régionales pour leur donner plus de crédibilité afin que nous puissions rassurer que désormais l'Afrique est rentrée dans une dynamique nouvelle. Depuis que le vent de la démocratie a commencé à souffler, à la fin des années 80, donc début 90, à ce jour, il y a quand même eu des avancées. Mais curieusement, c'est le Sahel, en fait, compte tenu d'un certain nombre de petits problèmes. Les problèmes liés à la richesse que regorge, en fait, le Sahel. Vous savez évidemment que le Sahel est devenu un terrain de rivalité des puissances. Qu'on le veuille ou non, il faut faire 3 lectures. Et c'est en fonction des lectures qu'il faut chercher la thérapie. Quand on pose un bon diagnostic, on peut avoir une bonne thérapie. Quand on pose une bonne question, on peut avoir une bonne réponse. Le problème actuel, est-ce que l'ascension, les bagatelles, en fait, la batterie de mesures coercitives, draconiennes, qu'on prend contre le Niger, pourrait permettre d'aller au rétablissement de l'ordre constitutionnel? C'est ce qui est souhaité. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est urgent, en fait? L'urgence, c'est libérer le président Bazoum, Mohamed Bazoum, sa famille, son fils. Et le maintien de la démocratie, surtout, de ce président. Trouver la formule pour qu'on aille au retour de l'ordre constitutionnel. Parce que le retour de l'ordre constitutionnel passe forcément par un petit dialogue.
Il faut évidemment trouver la formule pour qu'on trouve un format de dialogue où des acteurs aussi internes qu'externes soient impliqués et qu'on ait un présidium qui soit neutre, constitué même parfois, si on veut, constitué d'autorités religieuses. Vous avez vu que les chefs religieux du nord nigérien, en fait le Nigeria, sont allés dans une médiation qui a semblé porter. Bon, donc je crois qu'on peut associer ces chefs religieux qui ont la capacité de faire infléchir la posture des putschistes, mais aussi associer les acteurs majeurs de la politique nigérienne. Je veux citer Mamadou Issoufou, qui a passé la main au président Bazoum, mais qui est resté un des grands parrains et amis du président Tiani. Donc, qui a des relations avec les deux. Si le président Issoufou, fort des déclarations qu'il a eu à faire à Jeune Afrique, est sincère, on peut s'attendre à ce qu'en l'associant à la recherche de solutions à la crise, on peut réussir à sortir le Niger de cette situation préoccupante. L'idéal, ce n'est pas de prendre des sanctions pour sanctions, mais faire en sorte que nous puissions avoir une solution afin que nous allions au rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais aussi permettre qu'on libère en urgence le président Bazoum et sa famille, parce qu'il est séquestré et c'est inadmissible. Justement, ce communiqué du CPS, vous avez commencé par dire que ce communiqué insiste sur la préservation de la paix, aller avec des méthodes douces, ce qui, vous le disiez également, vient en renfort à la CEDEAO, qui ne comptait pas forcément aller dans un sens de brutalité, aller avec des interventions militaires. Est-ce que vous pensez que toute cette douceur, toute, je dirais, cette pacificité va aider à faire fléchir les putschistes? Je crois évidemment qu'il y a quand même des avancées. Parce qu'au début, les putschistes étaient braqués et ne voulaient pas recevoir les délégations. Mais ils ont commencé par l'accepter. Je crois que les émissaires de la CEDEAO qui sont allés récemment ont été reçus et ont pu voir le président Bazoum. Bon, et on attendait que la CEDEAO sorte son communiqué. Bien, précipitamment, le président Tiani a défilé, en fait, son calendrier, son agenda, en faisant une proposition pour faire, en fait, donner un poignard dans le dos en fait, à la CEDEAO, en voulant se taper 3 ans de mandat, en suggérant un dialogue qui va durer 1 mois. Bon, alors, ce n'est pas à lui, il n'est pas qualifié à le faire, parce que c'est les instances qui ont en charge de gérer les États dans l'instance communautaire qui peuvent, dans la médiation, trouver de façon consensuelle avec les autorités militaires qui sont là maintenant, la meilleure formule qui va permettre de remettre le Niger sur le droit chemin, pour que le Niger soit fréquentable. Parce qu'il y a des accords qui sont signés avec plusieurs partenaires, même les PTF, les partenaires techniques et financiers attendent une certaine stabilité pour que les fonds dont le Niger a besoin pour engager des actions de développement soient rendus disponibles. Et je crois que la formule que l'Union africaine a opté, a voulu mettre en pratique, à exécuter, cette formule consistant à sanctionner le Niger, en suspendant le Niger des instances, des organes, des institutions et en l'associant plus aux activités de l'Union jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli est une sanction salutaire. Et ça a été le cas pour les autres États et finalement la formule a été trouvée. C'est vrai évidemment que quand la CEDEAO précipitamment a mis les 2 options sur la table, les militaires, comme ils sont des stratèges, c'est un général qui a pris le pouvoir au Niger, ce n'est pas un capitaine. Vous savez que dans les autres pays, ce n'est pas des généraux, c'est des colonels et des capitaines. Ici, c'est un général, il reste toujours un stratège, il est plus dangereux. Celui-là, il faut savoir l'aborder pour sortir le Niger, parce que c'est les Nigériens, en fait, qui vont en pâtir. Le Bénin a vécu en 1972 un coup d'État. Vous savez que le coup d'État de 1972, quand on l'a vécu et que l'idéologie a été prononcée en 1974, mais nous n'avions eu que 10 ans de prospérité, relative discutable encore, puisque à partir de 82, nous avions commencé par avoir des problèmes. Et en 86, on allait au jet des recrutements. En 87, on ne payait plus les salaires. Donc il y a eu non seulement la débâcle économique, mais les dérives totalitaires qui ont conduit à l'effondrement du régime. Au point que Kéléco a convaincu et les partenaires qu'il évitait, les capitalistes, a signé le pass. Bon, et puis on allait à la démocratie, en fait, à la conférence qui a servi de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale, où nous avions opté pour la démocratie. Dans un cas, qu'on le veuille ou non, cette option démocratique nous permet de faire des avancées, même s'il y a des aspects qui sont perfectibles. Et il faut revenir forcément
à l'option démocratique, il faut encourager la démocratie et il faut que dans l'espace communautaire, qu'on trouve les formules pour endiguer les coups d'État. Je crois que les putschistes eux-mêmes sont contre les coups d'État. Vous avez vu au Mali que la nouvelle constitution, en son article 187, stipule clairement que les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. Vous voyez que ces gens-là s'amusent. Mais oui. Ils s'amusent avec le destin des peuples. Mais oui. Non, mais ils sont en train de s'amuser, M. Attali. Mais oui, si. Ils viennent remettre en cause l'ordre constitutionnel et ils prennent la constitution de tout un peuple et ils s'asseyent à 2 ou à 3 dans un petit clan de putschistes et ils se permettent d'écrire maintenant que les putschs, les coups d'État sont imprescriptibles et que interdiction et que vous voyez qu'ils sont en train de s'amuser. Oui, en ajoutant que les coups d'État passés qui ont fait l'objet d'une loi d'amnistie passent en perte et profit. Donc eux-mêmes, on ne peut plus les juger. Ils ont su se protéger. Ils ont su prendre des dispositions justement pour se protéger. Madame Kenom, Monsieur Attali le disait, c'est un général, il faut aller dans la douceur. Il y avait la CEDEAO qui tentait des négociations, maintenant soutenues, je dirais, par l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que ce renfort peut peser dans la balance pour emmener les putschistes, je dirais, à revoir leur position, à fléchir, bien entendu? Même si je partage un peu l'avis de M. Attali, je ne partage pas entièrement. Entièrement, d'accord. On tire souvent à la guerre comme à la guerre. Les putschistes, général, ceci. Je suis d'accord qu'un général, il a une certaine position dans l'armée, il est suivi, donneur d'ordre et tout. Mais de la même manière, je ne suis pas pour la paix à tout prix. Parfois, il faut tout casser et remettre de l'autre. D'accord. La preuve, dans le communiqué de la CEDEAO, au point 11 de l'Union africaine, au point 11, il est demandé à la Commission de l'Union africaine de concert avec la CEDEAO de produire la liste de tous les membres de la junte et de leur soutien civil et militaire et de mettre en place des sanctions ciblées et des mesures punitives individuelles à leur encontre. Quand j'ai lu ça, j'étais seule dans ma chambre et j'ai applaudi. Parce que je me dis, on ne va pas dire la paix à tout prix. Parfois même dans la vie de tous les jours, vous recherchez la paix, vous faites la promotion des comportements pacifiques et tout. Mais vous vous retrouvez face à des gens qui ne comprennent que le langage de la brutalité. Mais alors là, vous-même, vous allez vous nourrir d'un brin de folie et vous revenez vous aussi. Avec votre brin de folie là, vous allez leur faire face. Mais est-ce que cela est un peu possible? Parce qu'il faut noter quand même que ces putschistes-là, comme vous le dites, comme vous le disiez, 30 000 personnes, trouvent quand même une petite partie, je dirais, de la population qui les soutient et qui est manipulée et qui semble intimidée. Oui. Est-ce que vous pensez que cela est faisable? Ça va être fait. Il y a une certitude. L'Union africaine ne peut pas se réunir, 55 États, peut-être moins. Le Niger aujourd'hui est échoué. Ils font trouver, ils ont en leur sein toutes les compétences pour réfléchir et trouver des solutions qui durent. C'est heureux que l'Union africaine privilégie la voie diplomatique dans la recherche de la paix, de la sécurité et du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Mais je suis de ceux qui pensent que si ça ne marche pas, à un moment donné, il faut réagir. Il faut réagir. Pour dire définitivement non à ça, pour décourager ce genre de choses. Parce que, de mon point de vue, il ne sert à rien d'être gentil avec des gens qui sont brutaux. Écoutez, Tiani a déjà déroulé son plan. Il est en train de s'offrir 3 années de transition avant même que, écoutez, que les différentes parties s'asseyent pour dialoguer, pour aller aux assises nationales qu'il prétend organiser. Il a déjà sa feuille de route. Tout à fait. Et donc, il ne leur laisse même pas le temps de faire des propositions. Lui, il s'installe. C'est comme si le pouvoir, depuis 3 ou 4 semaines, là, 26 juillet, 23 août. Tout à fait, 3 semaines. 4e semaine, là.
il sait déjà, il se voit déjà, écoutez, il se voit déjà au summum et il se voit déjà dans le fauteuil présidentiel et il se donne déjà, selon son bon vouloir, 3 ans. Et peut-être après, il va trouver des stratagèmes pour dire 3 années encore, et puis il va dire 6 ans de plus, il va faire les 10 ans, il va dire bon, on va revenir tordre le cou à la Constitution pour dire on repart à zéro. Écoutez, c'est des plaisantins. D'accord. Je ne mâche pas mes mots sur ça. Ce groupuscule de putschistes là, c'est des plaisantins. Et je pense que des institutions, des organisations régionales et sous-régionales ne doivent pas s'asseoir ou attendre de se faire manipuler par des plaisantins. Parce que ce cas-là, si ça marche, ça pourrait faire école. Et M. Attadé l'a rappelé, c'est comme si nous faisons en Afrique du rétro-pédalage. Il serait bien, il y a un compatriote, M. Moukaram Badarou, qui a écrit un livre dont je n'ai plus le titre en tête. J'étais au lancement de cet ouvrage-là. Il m'a même dédicacé un exemplaire que j'ai acheté, dans lequel il a exposé longuement la situation d'instabilité qui survint au lendemain des indépendances au Bénin. C'est un ouvrage riche. Je l'ai cherché. Je le cherche depuis une semaine dans mon fonds documentaire. Je ne le retrouve pas. Je souhaite, je suggère que des auteurs du genre reviennent sur la scène avec des ouvrages du genre, nous rappellent les contenus, surtout pour la génération que j'appelle souvent les 20-30 ans, qui aujourd'hui sont en train d'émerger, mais qui ne connaissent pas cette face noire de notre histoire. 12 coups d'État de 60 à 72, écoutez, ça nous a permis d'aller nulle part. Même le coup d'État de 1972, qui est venu avec toute une idéologie et tout, a montré ses limites. Vous l'avez dit, a montré ses limites. En 1988, 89, 90, c'était l'année où les Béninois avaient tellement faim, où on allait même voler des bassines de maïs dans les moulins. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était l'année où toutes les banques avaient fait faillite. C'était l'année où plus rien ne marchait dans le pays. C'était l'année où, c'était l'époque où on pouvait, sous le PRPP, venir prendre quelqu'un chez lui le matin et le faire disparaître. Je n'invente rien. Il y a des Béninois qui ont disparu sous les geôles de Segmana et autres. Il y a des survivants de cette torture-là qui portent encore les marques indélébiles. Il y a même un éminent avocat de ce pays qui en fait partie et qui porte encore les marques indélébiles de cette partie sombre de notre histoire. Ceux qui disent, oui, il faut être gentil avec eux, ou bien il faut regarder dedans, excusez-moi, de le dire comme ça, de faire la traduction littérale, ou la grande jeunesse des 20-30 ans, la génération TikTok, qui pense que il faut ramener des coups d'État. Non, je leur dis, ceux dont ils parlent là, je ne leur souhaite pas de connaître ça. Aujourd'hui au Niger, on s'est levé, le président est séquestré, il est sorti des urnes, il est séquestré avec des membres de sa famille, et puis plusieurs membres de son gouvernement sont privés de liberté. Ils vivent dans quelles conditions? Leurs droits les plus élémentaires sont violés, sont bafoués. L'Union africaine l'a d'ailleurs dit à travers le communiqué du Conseil de paix et de sécurité qu'il faut que leurs droits humains les plus élémentaires sont actuellement bafoués et qu'elle est préoccupée par les violations des droits humains. Des journalistes sont attaqués en plein reportage simplement parce que l'œuvre de manipulation des masses est en marche. Il faut arrêter ça. Il faut cesser avec cette Afrique qui montre cette face honteuse
aux yeux du monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Kenom. Malheureusement, nous sommes déjà à la fin. Le temps est très, très vite parti. Monsieur Attadé, je vais vous demander rapidement, vous avez tout le temps évoqué la démocratie, sa nécessité, son importance pour la nation. Mais selon vous, pour finir rapidement, à quel point il faut rester, je dirais, dans la gentillesse, dans la tendresse et caresser dans le sens du poil, je dirais, ces putschistes-là, jusqu'à ce qu'ils puissent fléchir et ramener ce président démocratiquement élu. Avant de répondre à votre question, je vais faire... En fait, nous n'avons plus le temps. Oui, juste une vérité historique, parce que vous savez que de 60 à 72, le Dahomey a connu l'instabilité. C'est vrai, on a eu 5 coups d'État réussis et 8 tests constitutionnels, dont même un qui n'a pas été appliqué, le test de 68. Bon, maintenant, je viens à votre question. Bien sûr. Et quand madame parle de gentillesse, je veux rappeler que nous sommes dans un contexte géopolitique et géostratégique. Oui, à quel moment est-ce qu'il faut peut-être se dire, nous allons chercher d'autres issues? Par exemple, ils ont parlé de 3 ans de transition. Est-ce qu'il faut attendre les 3 ans ou est-ce qu'il faut continuer les discussions ou est-ce qu'il faut peut-être aller, je dirais, un peu avec du forcing? La CEDEAO a rejeté, évidemment. Bon, maintenant, il y a peut-être une autre réunion parce que la CEDEAO va tenir un sommet extraordinaire pour fixer et missionner d'autres personnes qui iront au contact avec ces putschistes pour qu'on dégage un consensus. Et c'est très urgent qu'on le fasse. Mais n'oubliez pas que les BRICS sont en train de finir leur sommet bientôt. Et dans l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial qui est en gestation, fait que nous sommes dans une nouvelle bipolaire. La plupart des putschistes ont un parrain qui est un parapluie atomique. Et fort de ce parapluie atomique, nous sommes dans un duopole atomique. Il y a l'Occident, et là, avec l'OTAN. Et pour sortir de crise, est-ce qu'il faut identifier le parapluie, peut-être, et l'arracher? Mais oui, c'est pourquoi il dit qu'il faut privilégier la recette diplomatique, le dialogue, pour pouvoir trouver les moyens pacifiques de sortie de crise. Vous avez vu qu'il y a eu des engins qui ont été livrés au Mali récemment. C'est des engins de guerre. Donc je me dis qu'il y a de l'intimidation. Il faut qu'on fasse attention dans le jeu pour ne pas créer un carnage parce que là, la CEDEAO doit éviter le bain de sang. Ça ne doit pas être une organisation violente. Tout à fait. Ils l'ont d'ailleurs rappelé. Madame Evelyne, nous sommes complètement à la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire rapidement pour conclure? Je dis que au point 14 du communiqué de l'Union africaine, l'Union rejette fermement l'ingérence extérieure, y compris les sociétés militaires privées. Tout à fait. Je me suis dit qu'il y a des sociétés militaires privées, je ne veux pas appeler de grands noms ici, sur ce plateau, qui s'installent déjà dans les États africains en crise et autres, et qui sont prêts à appuyer. J'adhère entièrement à cette vision-là. Merci. Les sociétés militaires privées, les ingérences extérieures dans les affaires du continent, il faut que ça cesse. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce débat et à la fin également de l'émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était bien sûr Razak Adambana, Moïse Agonye au son, Franck Zinsou à la caméra et Léger Zevounou à la maintenance. Ce sera tout pour la parenthèse de ce jour. On se retrouve demain.